avec un laser, on ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est principalement des lignes. Et en fait, c'est là où on a nous-mêmes découvert que sur un arbre, sur une tige de graminée, une ligne de lumière, avec cette lumière très pure et très forte que nous amène le laser, qu'est-ce qui est beau? C'est la structure du graminé, c'est la structure de cet arbre. Donc nous, vraiment, on assume que on fait quasi rien. Quand on nous dit « ouais, vous faites un mapping », on fait « non, c'est pas du mapping, on envoie des lignes ». Raconte la rencontre. Bonjour Juliette Bibas, bonjour Joanie Lemercier. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, qui êtes-vous? Alors moi je m'appelle Joanie Lemercier, je suis artiste visuel et j'aime beaucoup travailler avec la lumière dans l'espace. Dans nos activités, on travaille avec la technologie, les algorithmes, le code, des outils numériques. Mais au cœur de notre pratique, c'est vraiment utiliser la lumière et façonner la lumière pour créer des œuvres d'art, souvent autour du paysage et de la géométrie. Et je suis aussi activiste depuis quelques années. Très bien. Et toi, Juliette? Je vais essayer de faire aussi court que Joanie. Moi, je m'appelle Juliette Bibas et je suis co-directrice du studio avec Joanie et aussi curatrice indépendante. Et j'ai aussi plein d'autres activités satellites et parallèles. J'ai fondé un réseau de femmes du monde de l'art. Je suis très active dans différentes commissions de financement. J'accompagne des artistes sur leurs projets. Et moi, j'ai un background à la fois en communication et en création artistique aussi moi-même. Et ça va faire une douzaine d'années qu'on travaille ensemble avec Joanie. Et même au long de ces 12 années, notre manière de travailler ensemble et le rôle que j'ai pu avoir moi là-dedans a aussi pas mal évolué. Très bien. Et alors, il y a une particularité pour cet épisode, on l'enregistre dans un lieu important pour vous. On pourrait donner un peu de contexte où on est? Ouais, c'est vrai que c'est un lieu important pour nous et qui a beaucoup participé à où on est aujourd'hui et ce qu'on a pu faire ces dernières années. Donc, on se trouve dans notre atelier à Anderlecht. À Bruxelles. À Bruxelles. Ça va faire une dizaine d'années qu'on est basé à Bruxelles et un peu plus de 6 ans qu'on est dans cet atelier. Et c'est vrai qu'on vient vraiment de la création de l'art numérique historiquement très dématérialisé, qui prenait une forme physique dans les lieux d'exposition, mais qui était souvent créé sur un ordinateur. Là où cet atelier nous a vraiment permis de prototyper des choses physiques dès le départ. Un laboratoire. Un vrai laboratoire qui nous a influencé aussi dans ce qu'on a pu faire et comment on voulait le faire. Et on a aussi fait évoluer les lieux. Maintenant, on a des espaces plus black box, là où avant, on voulait fuir la lumière. Depuis quelques années, on travaille avec la lumière du soleil et la lumière ambiante. Donc, c'est quelque chose qu'on va rechercher maintenant dans les espaces où on travaille. Je trouve ça vraiment... On a tous les deux un attachement à la question de l'architecture et du lieu. Et c'est assez génial de voir comment le lieu va influencer ton travail et comment ton travail influence le lieu, même dans ton espace de création et de réflexion. Justement, trouver un lieu comme ça, comment vous êtes arrivé ici? Parce qu'à la base, si je ne me trompe pas, Joanie, tu es français et Juliette, toi aussi. Ouais. Comment vous êtes arrivé ici à Bruxelles, à Anderlecht précisément? Alors, c'est un peu un accident. On était assez nomades avec Joanie. On était dans une période de transition. On ne savait pas trop où poser nos valises. Et en fait, c'est un ami à moi qui sous-louait son appart à Bruxelles. Et puis moi, j'avais déjà quelques amis français installés ici. Et on devait rester quelques mois et ça s'est transformé en de longues années. Et c'est un peu pareil avec cet atelier. Je crois que Joanie, tu l'as visité un peu juste pour voir, sans te dire que tu allais investir dans un espace. Et puis, c'est vraiment en découvrant le lieu que ça t'a excité, l'idée d'avoir un endroit où tester des choses. Oui, et puis Anderlecht en particulier, il y a quand même un patrimoine industriel qui est incroyable. Il y a beaucoup en intérieur d'îlots, des bâtiments qui ont été construits, je crois, après la guerre pour les petites industries et les artisans. Et aujourd'hui, comme ces bâtiments-là ont un très mauvais accès pour les livraisons, les camions, etc., tous les artisans vont avoir tendance à sortir de la ville et sont des endroits qui sont vraiment des espaces parfaits pour les artistes, parce que ce sont des grands volumes parfaits pour prototyper, pour explorer, pour faire des installations à échelle 1. Et c'est vrai que ce patrimoine industriel est assez unique et très très inspirant pour beaucoup d'artistes, pour nous et puis beaucoup d'amis comme nous. Aussi avec l'âge, essayent de moins voyager, de moins être tout le temps sur la route pour aller d'un festival à l'autre, et d'être dans un bel espace inspirant pour faire des maquettes.
C'est quelque chose qui a beaucoup changé notre façon de pratiquer l'art et aussi de déployer nos projets, parce que tout est fabriqué ici à Anderlecht et après on envoie les projets, quelquefois sans aller sur place. On essaie de limiter un peu nos transports. Mais donc voilà, c'est vraiment un espace de création. Tout est produit ici et ensuite les projets voyagent, souvent sans les artistes. C'est un truc qui se sait assez peu. Je trouve que Bruxelles est à ce point une ville des artistes. Il y a énormément d'artistes avec des carrières internationales qui ont en fait un atelier à Bruxelles. Et moi, je peux que regretter qu'il y ait une absence et un vide intersidéral de politique culturelle et d'engagement politique. Je peux me permettre de le dire parce que je suis impliquée depuis plusieurs années dans différentes instances à ces niveaux-là. Et pour moi, le politique passe vraiment à côté d'une richesse. En Belgique, nous, on a aussi découvert la culture des collectionneurs, qui sont très différents de qu'est-ce qu'est un collectionneur en France, notamment. En quoi ils sont différents ? Moi, je vais tomber ça va être vraiment de la caricature, mais les collectionneurs généralement de quelque part, ils caricaturent. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que les collectionneurs belges qu'on a rencontrés en Belgique nous ont réconciliés avec l'image qu'on se faisait, mais à juste titre aussi des collectionneurs d'art qui s'en foutent un peu. Je dis pas que c'est le cas pour tous, mais en Belgique, on connaît des collectionneurs qui soutiennent les artistes activement, qui aiment le travail et qui sont pas juste à faire de l'investissement autre que immobilier ou financier. Et c'est vrai que du coup, pour moi, il y a un raté de ce côté-là. Je peux le dire d'autant plus que moi, j'ai commencé à travailler dans l'art numérique au Canada, à Montréal. Dans un contexte où il y avait une vraie conscience politique de l'intérêt, même pour une question de retour sur investissement sur le temps long, à investir dans l'art et les artistes à coût de millions, quoi. Là où en Fédération Wallonie-Bruxelles, on est plutôt dans une non-considération, on va dire, du potentiel, une vision complètement biaisée de toutes ces discussions autour du chômage d'artistes, etc., de cette idée que l'artiste ne crée pas de valeur. Moi, je me place très fortement contre ça. Et nous, c'est un peu différent parce que comme on peut, avec l'art numérique, on est toujours à la frontière, encore plus en Belgique, il y a vraiment une considération des ICC, donc les industries culturelles et créatives, qui vont être beaucoup plus ouvertes à l'art que dans d'autres endroits. Ça nous permet à nous de jouer entre les deux, d'être à la fois dans le côté art et innovation, art technologique et numérique, et l'art plastique, art contemporain plus traditionnel. C'est des zones qui sont assez communicantes en Belgique, je dirais. Je prends quelques secondes pour vous dire que vous êtes de plus en plus à suivre Raconte sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Merci à vous. Pour aider Raconte à poursuivre son odyssée, prenez 2 secondes pour vous abonner, laissez une note de 5 étoiles et partagez à vos contacts. Raconte est un média indépendant autofinancé et votre participation est essentielle. Et maintenant, retour sur l'épisode. Avant Bruxelles, il y a quand même un très très long chemin. Tu viens de parler déjà du Canada et tout ça, mais à la base, vous venez d'où vraiment? Où vous avez grandi? Moi, j'ai grandi dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne, avant d'aller explorer le monde. J'ai ensuite été étudié à Nantes, en Loire-Atlantique, en France. Et puis, tu as étudié quoi? Comment? Tu as étudié quoi? J'ai étudié l'informatique et les arts. J'ai fait une école privée qui faisait à la fois la partie créative, donc photo, vidéo, montage, et aussi la partie programmation, base de données, administrateur réseau, etc. Donc j'ai tout le temps eu ces 2 parties-là. Il se trouve que ma mère était prof de dessin assisté par ordinateur quand j'étais tout petit, et elle était aussi prof d'art plastique. Donc j'ai toujours fait des allers-retours entre les arts plastiques et l'informatique, et finalement de fil en aiguille c'est devenu mon métier. Donc j'ai grandi en Bretagne et puis je suis ensuite parti à l'aventure au Royaume-Uni et j'ai vécu 10 ans à Bristol en Angleterre, une ville qui est très forte culturellement, avec beaucoup de musique, beaucoup d'industrie créative, on appelle ça, et c'est vraiment là-bas que j'ai commencé ma pratique autour de la lumière et de la projection. Comment tu arrives à Bristol? C'était un choix fort? J'ai suivi un ami en fait qui est étudié à Cardiff au Pays de Galles, et son expérience en Angleterre était assez excitante, et pour qu'il n'ait pas eu envie de revenir en Bretagne, et donc il m'a proposé de le rejoindre.
J'ai été plusieurs fois au Royaume-Uni, alors j'adore la culture british, des Beatles à Wallace et Gromit, à Massive Attack et Portishead. Et donc on s'est installé à Bristol, qui est vraiment le berceau de beaucoup de ces musiques-là, du dubstep, de la jungle, des musiques électroniques. Et donc c'était un peu à l'appel de mon ami DJ qu'on s'est installé en Angleterre. Bien. Et toi, Juliette? Moi, j'ai étudié principalement à Paris, je viens de région parisienne. Et comment je me suis retrouvée Oui, ça a été des rencontres et des accidents de vie qui m'ont amenée à Montréal, où j'allais d'abord plutôt pour travailler dans la communication visuelle et le graphisme. Parce que j'avais à cette époque-là une formation et vraiment en graphisme, direction artistique. Et art visuel, vraiment artistique pur, c'est venu un peu après. Et en fait, à Montréal, le poste que je devais occuper dans une institution culturelle qui travaillait beaucoup dans les arts numériques, en graphisme, c'était pas très intéressant. Je me suis retrouvée par accident, et puis parce que je l'ai un peu décidé et provoqué, chef de projet de 2 gros projets art numérique en parallèle des Olympiades culturelles de Vancouver. Donc ça avait lieu à Montréal, mais c'était financé par les Jeux Olympiques de Vancouver. Et ça a été un peu ça qui m'a amenée dans cette scène-là, qui était vraiment... donc c'était autour de 2009, 2009-2010. Et c'était vraiment des années où à Montréal, beaucoup de choses sortaient de terre et fleurissaient. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup suite à des gros financements locaux et nationaux. Une espèce d'effervescence comme ça. Ouais, c'est là qu'est sorti cet énorme projet qui s'appelle le Quartier des spectacles. Après, il y a eu le fameux Printemps numérique qui est, je sais encore aujourd'hui, une inspiration beaucoup pour des politiques belges, mais qui se rendent pas compte qu'il faut se donner les moyens de ces ambitions-là. Et en fait, moi, j'avais déjà... c'est bien, on va pouvoir relouper sur la suite de Joanie. Moi, j'étais amie de mes études en art avec Romain Tardy, qui était un des membres du collectif cofondé par Joanie depuis Bristol, Anti-VJ, qui a été vraiment le début de la carrière dans l'art visuel et le mapping pour Joanie. Et moi, comme j'étais amie des études avec Romain, c'est via Romain que j'ai connu Anti-VJ et Joanie, Yannick, Olivier, les autres du collectif. Et c'est comme ça qu'on s'est re-rencontrés plus tard, après que je sois revenue en Europe. On va peut-être contextualiser, c'est quoi ce collectif Anti-VJ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un VJ, si je dis bien? Ouais. Alors, un VJ, c'est l'équivalent visuel du DJ. C'est-à-dire que dans les soirées, les festivals, il y a souvent la musique électronique et les DJ. Et donc, le VJ vient accompagner la musique avec des visuels, souvent des projections. Et donc, j'ai commencé, moi, ma pratique artistique autour de la lumière en étant VJ. Donc, j'allais chaque week-end dans les clubs, dans les festivals. J'amenais un vidéoprojecteur, un ordinateur et je venais habiller l'espace avec de la lumière, de la projection, des extraits de films, des projections abstraites. Et donc, j'ai commencé de manière vraiment spontanée. Je savais vraiment pas ce que c'était qu'un VJ à l'époque, donc j'ai complètement improvisé. Et très vite, c'est devenu un hobby du week-end. Donc, tous les week-ends, j'avais des résidences dans des soirées, dans des festivals. Et puis, le VJing, donc, qui a commencé en Angleterre dans les années 90. Il y a vraiment une culture du VJing et des visuels qui accompagnent la musique. Donc, ça a été pour moi l'occasion de faire énormément d'événements. Et puis, au bout de quelques années de pratique, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu limité de projeter un rectangle un peu comme un écran de télé ou une projection qui ressemble un peu à un film, un format similaire au cinéma. C'est le cadre qui t'ennuie, qu'il y ait un cadre autour. Voilà. De projeter des images et qu'elles soient contraintes dans un rectangle. En 2D. Vu qu'on a tellement déjà de rectangles au quotidien dans nos vies, les smartphones, les tablettes, les écrans, je passe déjà ma vie devant un rectangle lumineux. Et du coup, je me suis dit, voilà, comment faire pour sortir de l'écran, sortir du cadre. Et avec Anti-VJ, on était un groupe de copains qui voulions tous sortir du cadre. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre pratique autour du mapping. Donc, on prend un vidéoprojecteur et plutôt que de projeter un rectangle, on va projeter sur l'architecture, sur des matériaux transparents, sur des sculptures, sur des dessins. Et on va venir épouser la forme sur laquelle on projette en animant avec des couleurs, des matières, des textures, en jouant avec des effets d'optique, des illusions d'optique. Donc voilà, l'idée de sortir du cadre. Et c'était un peu un mouvement un peu rebelle contre ce format VJ. Et donc, on s'est appelé Anti-VJ
pour sortir du cadre et avec la lumière comme ça venir déposer des pixels et des photons sur toutes sortes de supports architecturaux ou artistiques. Et en parallèle, sortir aussi de l'univers du clubbing et des soirées, parce que ça se fait sur des architectures dans des villes ou à d'autres endroits, parfois naturels aussi. C'était aussi une des approches, j'imagine. Ben c'est ça, avec Anti-VJ, on a eu l'occasion de projeter sur plein de supports différents et effectivement de voir l'architecture et la ville comme un support pour des projections artistiques, pour de la lumière. Et donc à l'époque, on a eu beaucoup de chance de faire le tout premier mapping à Cuba, par exemple, beaucoup en Corée du Sud. On a beaucoup voyagé, peut-être un peu trop maintenant quand je regarde avec le recul. Mais voilà, on nous invitait partout dans le monde pour utiliser la ville et l'espace public comme un espace un peu de communion pour le public. Et on trouvait ça vraiment intéressant de sortir les gens des clubs et des musées et des galeries d'art, parce qu'on travaille aussi dans ces contextes-là, et transformer l'espace public en un espace un peu de fête et d'espace d'échange artistique. Donc ça a été vraiment une chance pour nous et ça a été très riche avec toute cette génération d'artistes qui ont fait du mapping, de tout à coup considérer une façade ou un arbre ou un parc naturel ou un jardin botanique comme tout d'un coup un espace de jeu et un espace créatif pour faire une proposition artistique. Et dès les débuts, il y a eu autant, donc j'étais pas impliquée, mais j'ai suivi de près, il y avait autant les projets où le support de projection, c'était l'existant, donc soit un arbre, soit un orgue de cathédrale, soit un bâtiment industriel, mais aussi très vite cette volonté de créer son propre support en 3 dimensions. Donc pour Joanie, ça a été assez vite, par exemple, des pliages d'origami, ou créer des sculptures plus ou moins minimales, mais de projeter aussi sur des surfaces tridimensionnelles qui faisaient autant partie de la création que le contenu qu'allait être projeté dessus. Donc moi, j'aime bien parler vraiment de ces 2 types de mapping, l'existant et puis aussi de créer. Pour Yannick Jacquet, par exemple, qui était un des cofondateurs et qui est aussi basé à Bruxelles, ça a été très vite de projeter sur des tulles, mais disposées à différents endroits dans l'espace, plutôt que de se dire ah bah voilà, on me donne la surface de projection et je m'adapte. Il y avait aussi cette approche-là de créer sa propre surface de projection, qui est, je pense, la chose qu'on continue à faire aujourd'hui, là où le mapping sur façade, c'est quelque chose dont on s'est un peu éloigné pour diverses raisons et vers laquelle on aimerait bien revenir ces derniers temps. Ça commence un peu à nous motiver de revenir vers ça. Aussi parce qu'entre-temps, le mapping de façade a été complètement... Il y a un aspect plus commercial aussi, plus... Alors, un aspect commercial qui s'explique, en fait, pour moi, entièrement par des questions économiques. C'est-à-dire qu'il y a eu le début du mapping, où c'est des artistes qui proposaient des choses, et puis il y avait des loueurs de vidéoprojecteurs qui amenaient le matos. Et puis, quelques années après, les loueurs de vidéoprojecteurs se sont dit... Oh bah, on n'a qu'à faire le contenu nous aussi, on gagnera l'ensemble de l'enveloppe. Et donc en vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, la quasi-totalité, il y a quelques exceptions, mais beaucoup en Asie et en Amérique du Sud. Mais en Europe, la quasi-totalité des mappings grand public sont faits le contenu et le matériel par la même société. Et c'est vrai que nous, quand on nous demande, on a des demandes de mapping, bah, il n'y a pas les budgets pour l'artistique parce que la plupart du temps, les villes qui sont les clients, on leur dit, bah voilà, pour le même prix, vous avez le contenu inclus. Moi, dans le graphisme, j'ai vu un peu la même chose quand tous les imprimeurs numériques se sont mis à dire, pour le même prix, on vous fait votre logo. Pourquoi s'embêter à engager un graphiste et après faire imprimer sa carte de visite quand on peut avoir les 2 pour le même prix? C'est pas la même qualité. C'est pas la même approche du tout. Hein. Pas la même approche. Nous, on pense que moi, en tant que curatrice, et je le constate, j'ai quand même une spécialité de la question de l'art dans l'espace public. Le public, une fois qu'il a vu 2-3 mappings, on lui resserre toujours les mêmes choses, ça l'intéresse plus. Enfin, c'est toujours pareil. Si on donne des choses de mauvaise qualité aux gens, il faut pas les prendre pour des cons. Ils savent qu'il y a mieux. Donc nous, on se dit qu'on arrive quand même depuis quelque temps à cet épuisement de ces mappings-là et que va y avoir une nouvelle demande pour des choses différentes. Et en tout cas, on a déjà des envies et des idées dans cette direction-là. Mais oui, c'est vrai que quand aujourd'hui on voit des projections architecturales dans la ville,
Si devant une projection, on se dit on reconnaît pas le style de l'artiste, ça dit rien du tout, c'est un peu tout le temps pareil, ça clignote et c'est joli mais sans plus, ça c'est parce que ce sont les loueurs de projecteurs qui font le contenu. Quand les projets de mapping sont faits par des artistes, on peut voir une direction artistique, un style, reconnaître la patte et souvent on a des projets qui sont 10 fois plus intéressants. C'est très très rare parce que malheureusement toutes les villes maintenant font un peu la même soupe. On peut aller sur n'importe quelle grande place de n'importe quelle ville de Belgique ou d'Europe. Il y a des couleurs qui bougent, ça clignote. Des fois, il y a un peu de paroles par-dessus, mais ce format-là, c'est vraiment épuisé et devenu sans intérêt pour des raisons un peu capitalistes et économiques. Et c'est dommage parce que c'est un format incroyable. Il y a encore quelques villes qui font des efforts et il y a vraiment des très très beaux spectacles. Mais malheureusement, la grande majorité des shows de mapping sont un peu tous pareils et sans grand intérêt. En vous challengeant, ça serait quoi la prochaine tendance? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des signaux faibles de quelque chose de différent, de nouveau? Ou que vous aimeriez faire aussi peut-être? Ouais, alors nous, on a vraiment envie depuis quelques années de sortir un peu de la ville et de faire des projections dans la nature, de faire des projections sur des arbres. On a fait l'année dernière une super résidence dans un jardin botanique en Écosse. On va essayer de travailler avec des projections sur des plantes, dans des friches industrielles par exemple. On est beaucoup inspiré par un botaniste et paysagiste qui s'appelle Gilles Clément, qui a conceptualisé pas mal de choses. Du jardin. Comment? Grand penseur du jardin. Mais voilà. Et qui a, je trouve plus le tiers paysage. Et qui a conceptualisé l'idée du tiers paysage et de ces dents creuses, ces espaces un peu abandonnés dans la ville où finalement les fleurs sauvages et les graminées reprennent un peu leur place. Et on trouve que l'idée d'amener de la lumière sur cette nature un peu abandonnée ou laissée tranquille, il y a vraiment un potentiel de montrer combien cette nature est sublime, combien la structure d'un arbre, les ramifications de plantes grimpantes, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui nous attire, plus que ces façades architecturales qui ont été un peu récupérées par les projets commerciaux. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a envie de se retrouver plus dans la nature et travailler aussi avec les éléments naturels, avec des particules d'eau, des nuages, de brume, des choses comme ça. Ouais, donc pour les terrains de jeu futurs, quand même en ville, pour toucher un large public, et ça reste quelque chose d'important pour nous, ça serait, comme disait Joanie, les jardins botaniques ou tout ce qui est bord de l'eau. On est assez sensible, par exemple, pour reparler de Bruxelles, à ce gros problème pour nous de cette ville qui est, il y a pas mal de projets citoyens qui réclament un droit à l'eau parce qu'avec les canicules, etc., nous, on a la chance de passer souvent du temps à Genève, où en fait, quand on est au bord du lac, en pleine canicule, c'est un espace démocratique, parce que c'est un accès à l'eau gratuit, où il peut y avoir les gens très riches, les gens très pauvres qui s'amusent au même endroit. Et nous, c'est vraiment des espaces vers lesquels on a envie d'aller, comme... c'est vrai qu'en Angleterre, il y a cette culture du jardin botanique, mais c'est aussi quelque chose qu'il y a partout, qui est souvent gratuit et qui est assez peu fréquenté par les gens qui vivent là. Alors que maintenant, ça devient pour nous des oasis de fraîcheur, d'accès à une très belle nature, souvent gratuite. Tous les jardins botaniques ne sont pas gratuits, mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est vrai que les projets qu'on développe sont plutôt des projets qui s'adaptent bien à ces contextes-là qu'à des grosses façades. On a quand même des envies de faire encore un projet de mapping de façade, mais pour le coup, on serait sur quelque chose qui se décline assez facilement. Là où avant, la règle d'un mapping, c'était du in situ, de la création 100% customisée, qui revenait à travailler plusieurs mois et plusieurs semaines pour quelque chose qui allait être montré parfois un soir ou quelques soirs, ou au mieux quelques semaines. Nous, depuis 2015, c'est vraiment une décision forte qu'on a prise de ne plus faire de projets qui sont des one-shots comme ça. Et si demain, on fait un grand mapping de façade, on va construire le projet en chapitres et à tiroirs, dans le sens où on essaiera toujours qu'il y ait des éléments qui soient vraiment sur mesure, mais que ça ne demande pas de recommencer de zéro si on a une autre façade dans un autre lieu. Et c'est à la fois une question de soutenabilité financière et de notre santé physique et de l'énergie qu'on met dans les choses, mais aussi pour se dire
la force d'un projet doit résider dans l'histoire et la force du projet en lui-même, pas dans le fait que cette façade ait ces éléments qui lui sont spécifiques. Donc on pense que c'est plus difficile d'écrire ce genre de projet, mais que c'est aussi plus intéressant dans le temps long de pouvoir les décliner. Mais oui. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas dit quand on a commencé notre pratique, mais le système actuel nous demande de produire du jetable. On nous demande des spectacles, il faut que ça soit exclusif, world premiere, etc. Et donc, on se retrouve à travailler pendant des mois, comme Juliette le disait bien à l'instant, pour faire un spectacle qui va être montré une fois ou montré 2 fois ou quelques jours. Alors que si le spectacle est vraiment bien fait et de qualité, il pourrait être montré beaucoup plus longtemps, partir en tournée. Et donc, on essaye de lutter contre cette injonction à produire de la culture jetable et à produire quelque chose qu'on va faire, montrer une fois. Et c'est vraiment un travail presque militant que d'aller contre cette espèce d'obsolescence de la production artistique. Et donc, c'est un vrai manifeste qu'on fait depuis quelques années, que de faire des projets assez solides et assez forts structurellement pour qu'ils soient montrés un maximum et que du coup, toutes les ressources qui ont été investies dans le projet, en temps, en matériel, en équipement, puissent vivre, avoir une vie assez longue. Et voilà, on essaie d'arrêter de faire des projets jetables comme tout le monde nous demande. Il faut absolument du jetable. Donc voilà, c'est un travail vraiment, un engagement qu'on a de faire des projets avec une vie un peu plus longue et on essaye de militer pour ça. En vous écoutant, on aurait aussi envie de dire c'est sublimer l'ordinaire. Vous parliez de prendre des arbres ou ce qu'on appelle plus communément des mauvaises herbes, je sais qu'il ne faut pas dire ça, des adventices, et d'en faire tous ces mappings, toutes ces installations. C'est des choses qu'on voit tous les jours, on passe à côté, on n'y fait pas attention. Ouais. C'est donner un autre regard sur ces éléments. Oui, ça c'est vraiment le cœur de la philosophie de Gilles Clément. Et aussi de la vôtre un petit peu. Et oui. En découlant. C'est le point principal sur lequel on se retrouve, mais ça vient aussi de. Il y a cette tendance dans les arts numériques et tout ce qui est technologique d'avoir un côté un peu paillette ou ce qui doit être le plus impressionnant. Par exemple, ça va être la taille de l'écran, le nombre de projecteurs, etc. Et nous, on essaie un peu de renverser que ce qui soit intéressant, c'est pas du tout le matériel qu'on utilise, mais qu'est-ce que ça va montrer. Et c'est vrai que tous les projets qu'on développe depuis 2-3 ans, où on utilise principalement des lasers, alors en se disant, bon, on vient de la vidéoprojection, avec des vidéoprojecteurs, c'est de l'image vidéo, on peut projeter tout ce qu'on veut en mouvement. Et puis maintenant, on va se priver de tout ça et utiliser que des lasers. À savoir que la raison première de bosser qu'avec des lasers, c'était une raison énergétique. Et ça venait aussi vraiment de ce que Joanie faisait dans l'activisme. Il faudra qu'on revienne là-dessus après. On va y revenir après, oui, tout à fait. Et donc, quand on se dit, bon, avec un laser, on peut pas faire beaucoup de choses. C'est principalement des lignes. Et en fait, c'est là où on a nous-mêmes découvert que sur un arbre, sur une tige de graminée, une ligne de lumière, avec cette lumière très pure et très forte que nous amène le laser, qu'est-ce qui est beau? C'est la structure du graminé. C'est la structure de cet arbre. Donc, nous, vraiment, on assume que on fait quasi rien. Quand on nous dit, ouais, vous faites un mapping, on fait, non, c'est pas du mapping. On envoie des lignes. Alors, bien sûr, il y a tout un travail sur les couleurs, la vitesse, avec qui on va travailler pour la création musicale. Bien sûr qu'il y a un savoir-faire qui prend des années, mais c'est pas nous qui faisons que le résultat est beau. C'est vraiment cet arbre, il a toujours été là, vous êtes passé devant tous les jours sans y faire attention. Sublimer le réel. Et c'est sublimer le réel. Et comme tu le disais, le banal et le pas intéressant, quand on a commencé à réfléchir au projet Prairie, et même quand parfois on a eu des demandes, il y avait, est-ce que vous voulez des plantes séchées complètement incroyables? Et puis on commence à regarder des catalogues de plantes séchées qui viennent de je sais pas où. Et en fait, nous on est là, non, le plus local et le plus inintéressant, le plus fort le propos est, parce que c'est vraiment pas une question de quel type de plante on met là. Et c'est vraiment de dire, ça marche sur tous les graminées, peu importe. C'est vrai. Alors après, il y a quand même... Quand c'est moi qui fais les compositions avec les graminées séchées, il y a des jeux de hauteur qui vont rendre ça plus fort, de densité, de densité des graminées, puis de combien il y a de détails sur chaque qui vont faire que ça marche plus ou moins bien. Mais c'est vraiment pas là qu'est le principal. Et alors la question énergétique, est-ce qu'on vous emmène dans la mine de charbon là maintenant?
On peut, mais avant ça, j'ai quand même envie de poser une autre question sur vous deux. Question peut-être plus pratique, mais qui fait quoi? Parce qu'on n'a pas dit. Qui fait quoi? Alors ça, c'est vraiment ce qui a le plus évolué au travers des 12 dernières années. Au tout départ, c'était vraiment... Donc moi, j'avais vraiment en charge tout ce qui était production, diffusion. Alors, et la production, c'est très, très, très large. Ça, d'un projet à l'autre, ça va impliquer des choses et des étapes différentes. Et la diffusion et l'installation et le démarchage. Et Joanie faisait toute la création artistique. Et avec les années, disons que ça c'est devenu un peu plus flou et que ça dépendait de plus en plus des projets. Il y a certains projets où j'ai beaucoup plus participé à l'écriture, d'autres pas du tout. Il y a des projets, par exemple pour Prairie, j'ai amené vraiment beaucoup tout ce qui était le concept et le pourquoi du comment on faisait ça et de pourquoi est-ce qu'il y a une version intérieure, il y a une version extérieure qui disent pas les mêmes choses. Et maintenant, depuis quelques années, on est en co-direction de l'atelier. Et alors là, c'est presque qu'on a amené un niveau plus méta. C'est-à-dire que c'est arrivé étonnamment de manière assez récente qu'on se pose et qu'on se demande qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce qu'en fait, pendant des années, on se posait pas vraiment la question. On faisait des choses, certes, avec des envies, des intuitions, des envies. Des fois, c'était Joanie qui allait avoir envie de tester telle technologie. Des fois, ça allait être Joanie qui avait fait quelque chose qui était un point de départ et puis on allait trouver l'occasion de. Mais c'est vraiment récent qu'on se dise, OK, où est-ce qu'on a envie d'aller sur le temps long, se fixer des objectifs de positionnement même en tant que studio artistique. Qu'est-ce qu'on veut raconter au travers de tous les projets? C'est pas qu'est-ce qu'on raconte avec ce projet-là, mais et c'est vraiment d'avoir une direction beaucoup plus affirmée. Et ça, c'est devenu plus mon travail à moi de tenir le cap, tenir le cap. Et puis ça se fait pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut développer des relations avec des personnes, des institutions, des contextes qui vont nous permettre d'aller dans cette direction. Et je dis que c'est plus méta parce que c'est pas la direction d'un projet artistique. Voilà. C'est global, ça englobe le tout en fait. Ça englobe tout. Et je pense que moi j'ai vraiment eu cette vision de où est-ce qu'on pouvait aller bien avant Joanie, notamment pour ce qui concerne l'activisme. Là où pour Joanie, c'était beaucoup plus simple parce que c'était aussi en dehors de sa zone de confort et une forme de prise de risque de se dire, voilà, il y a ce que je fais comme artiste avec mon studio, séparé, cloisonné de ce que je fais comme activiste. C'était plus simple, ça le serait encore aujourd'hui, mais c'est vraiment moi qui ai eu cette intuition que non. Ça fait plus de sens et ça a aussi plus d'intérêt de mettre les deux ensemble. C'est une question de cohérence en fait. De cohérence, mais ça nous a pas simplifié la tâche. Ça a fait vraiment des années difficiles ça veut dire non à des choses. Des gens viennent vous trouver pour un truc et vous leur dites, en fait, maintenant, nous, on n'est plus ça. Et par exemple, qu'est-ce qui peut être refusé? Qu'est-ce qui peut être refusé? Oui. Maintenant, typiquement, un projet où 100% du projet artistique et du contexte dans lequel il va être est à propos d'innovation, du high-tech. Moi, j'aime bien donner cet exemple qu'il y a 10 ans, notre projet de rêve, ça aurait été qu'un fabricant de cartes graphiques nous contacte, carte blanche, carte graphique illimitée, budget illimité, contexte hyper high-tech. Aujourd'hui, c'est évident que c'est des personnes à qui on dirait non. Parce que c'est des personnes dont la seule raison d'exister, c'est de faire croire qu'il faut tout le temps acheter plus de nouvelles cartes graphiques, alors que nous, politiquement, on est contre ça. À quel moment le twist s'est fait? Parce qu'il a fallu un moment... Donc, l'idée est venue, elle a grandi, mais à un moment, il faut dire stop. Il y a un point de non-retour. Alors, ça n'a pas été... Alors, je pense qu'il y a eu le vrai point de cassure, ça a été qu'est-ce qui a fait que Joanie est devenue activiste? Mais qu'est-ce qui a fait que Joanie est devenue activiste? Il faut qu'on commence par ça, parce que c'est l'éléphant dans la pièce presque maintenant. Mais en fait... Avant de devenir activiste, moi, j'avais une vision plutôt naïve de la place de la technologie dans la société. Je trouvais très bien les gadgets, la consommation, acheter des ordis, acheter des écrans, des trucs comme ça, parce que ça fait partie de notre pratique en tant qu'artiste numérique.
Et un jour, par accident, je vois sur YouTube une vidéo de quelqu'un qui est devenu un ami et qui lui-même est activiste vidéaste. Et c'est une vidéo qui a été filmée à 1h30 de Bruxelles, dans la plus grande mine de charbon d'Europe. Et alors ce lieu est complètement vertigineux parce qu'on on voyait sur les images de Vincent un trou béant de 8 km de large et 5 km de long. Et des jeunes qui allaient dans ce trou pour bloquer des grosses machines. Alors moi, ces images m'ont sidéré parce que déjà, elles ressemblent plus à un film de science-fiction qu'à des vraies images de documentaires. On a l'impression d'être un peu dans Dune ou un truc comme ça. On a l'impression d'être dans Mad Max ou dans Dune ou dans un film de fin du monde. Donc je vois ces images et je me dis mais c'est pas possible, ce lieu est trop sidérant pour voilà, j'avais vraiment du mal à réaliser que ce lieu était un lieu réel. Donc j'ai loué une voiture, j'ai été sur place. Donc on sort de Bruxelles, on conduit 1h20 dans la campagne, on traverse la frontière allemande et on arrive à côté de Cologne, en face de la mine de charbon de Hambach. À la fin du monde. Et donc là, ça a été pour moi vraiment une fracture ontologique, c'est-à-dire que tout ce que je pensais être la façon dont je voyais le monde comme un monde qui allait plutôt vers le mieux, la technologie qui aidait à régler les problèmes, à trouver des solutions. Ce qu'on appelle un techno-enthousiaste, en fait. Tout s'effondre. Voilà. Ce qui en moi était un peu techno-optimiste ou techno-solutionniste, tout s'est effondré parce que je me suis rendu compte que ces énormes machines sont faites avec des logiciels que j'utilise, par des entreprises que je connais, des entreprises comme par exemple Autodesk, qu'on a été voir aux États-Unis, qui nous ont accueillis chez eux pour nous montrer leur Fab Lab, leurs machines. Et je me rends compte que la même entreprise est responsable de cette destruction massive des villages, la forêt qui est rasée, les gens qui sont expropriés. Et je me rends compte que la technologie que j'utilise, elle est au cœur de la machine extractiviste et au cœur des énergies fossiles. Et là, tout s'écroule. Et je remets en question vraiment les pratiques autour de la technologie. Au-delà et ça a été vraiment l'événement un peu fondateur. Au-delà de ça, tu as presque abordé la question du fond, mais pour moi, il y a aussi eu un choc extrêmement esthétique et visuel, c'est-à-dire que ce à quoi Joanie s'est retrouvée en face d'un paysage qui était aussi paradoxalement terriblement beau. De cette même beauté dystopique qui était au cœur de 100% des projets qu'on faisait en tant que studio artistique. Et c'est une chose de passer son temps à créer des environnements générés par ordinateur qui sont sans vie, désertiques, mais voilà, d'une beauté froide, maîtrisée, géométrique. Mais tu te dis à aucun moment que tu veux que le réel soit ça. Et quand tu te retrouves face à un réel qui est comme cet imaginaire que tu produis depuis des années, tu te dis que tu as aussi une responsabilité très directe en tant qu'artiste quant au fait de rendre désirables ces imaginaires-là. Donc il y a d'un côté les outils technologiques au cœur de ce système, de ce fonctionnement, et cette esthétique dont en fait on ne veut pas dans le réel. Et pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu ce double truc qui a été genre la grosse cassure. Alors suite à ça, donc tu as commencé à y aller régulièrement et à être plus dans la documentation que vraiment activisme lui-même, donc à documenter, faire des belles images, soutenir le message et les actions des activistes, et à revenir régulièrement avec ces images-là, qui étaient du coup des images vidéo, filmer le réel, qui n'avaient jamais été le médium de Joanie. Et c'est là où il y a eu presque 2 années de grand flou en mode non mais je veux pas faire de l'art avec ça parce que c'est pas mon médium, parce que c'est le réel, parce que je suis mal à l'aise. Ça doit être très malaisant cette période de transition. Ça, hein. C'est moi qui reprend les mots de Joanie. C'était particulièrement difficile parce que tout ce sur quoi on avait basé le studio et la pratique artistique. Toutes les croyances, en fait. La technologie, le fait que innovation égale progrès, cette espèce de grandes idées un peu qu'on pense être intrinsèques aux usages de la technologie. On se rend compte que tout ça est quand même beaucoup du foutage de gueule et du greenwashing, et que les entreprises qui sont au cœur de l'exploitation et de l'extractivisme aiment bien pousser ce narratif de innovation égale progrès. Et en fait, dans les faits, sans Microsoft, Autodesk, sans les banques qui font du greenwashing comme BNP qui finance ce lieu, ces lieux-là ne pourraient pas s'étendre aussi vite. Et donc, voilà, ça a été une prise de conscience
que tout ce narratif de la technologie amène du mieux et du progrès, il a fallu tout remettre en question et se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on arrête l'usage de la technologie ou est-ce qu'on essaye d'arbitrer entre des usages des technologies un peu plus sobres, un peu plus dans une forme de décroissance, d'être un peu raisonnable dans nos consommations, d'essayer d'acheter un peu moins, de faire attention. Voilà, c'est un nouveau narratif qu'on essaye de développer un peu plus aujourd'hui, d'être moins dans l'hyperconsommation. On essaye moins de faire la promotion des technologies parce qu'on sait qu'elles ont profondément un impact potentiellement négatif sur la société. On le voit avec les boucles d'addiction dans les réseaux sociaux, la consommation d'écran qui nous détache un peu de la réalité. Les questions de l'obsolescence. L'obsolescence du hardware est un des problèmes numéro 1 d'un artiste qui utilise les technologies aujourd'hui. Et c'est souvent, voilà, quand monsieur, madame, tout le monde doit racheter un nouveau téléphone, c'est très problématique au niveau du budget de cette personne. Mais quand un artiste a travaillé pendant 3 ans sur un projet qui dépend et qu'il y a une mise à jour d'un logiciel qui fait que les 3 ans sont bons à mettre à la poubelle, le niveau de ce que ça fait est pas mal plus grand, quoi. Et c'est aussi pour ça que nous, on estime que oui, on aurait pu, ça aurait été la facilité, mettre au service de certaines causes notre équipement, notre savoir-faire, faire de l'activisme et faire notre art. Mais se dire, voilà, séparons les deux, on peut quand même avoir une cohérence de manière holistique et organique entre les deux. Mais on s'est dit, en fait non, parce qu'on a une expertise et aussi une visibilité de ces questions-là, de pourquoi les technologies sont au cœur du système capitaliste, du système de consommation des ressources. Et on s'est dit, du coup, c'est trop important que cette expertise et se perdent. L'expertise et les lieux d'expression auxquels on a accès, nous, ne servent pas à dire quelque chose sur ces sujets-là. Donc, alors, cette découverte de la mine de charbon, c'était autour de 2017. Donc, ça a été très inconfortable entre 2017, 2018, 2019. On a continué à faire des projets comme avant, faire de l'activisme à côté. Vous étiez vraiment dans cet entre-deux, quoi. Dans cet entre-deux. Et puis, en fait, 2019-2020, c'est là qu'on a eu cette invitation d'une fondation en Espagne de faire notre première exposition monographique. Comment ça se passe? Il y a une fondation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui suivent Raconte. C'est des gens qui vous appellent, c'est vous qui les contactez, pratiquement? Alors, le fonctionnement vraiment plus installé par Joanie au départ, c'est nous, on communique beaucoup, on montre beaucoup de choses, on diffuse beaucoup. Il y a les réseaux sociaux? Ouais, c'est un gros travail. Joanie passe beaucoup de temps et fait ça depuis 15 ans. Et ça fait qu'à un moment, quand même, des gens nous contactent. Et là, c'était intéressant parce que quand des gens nous contactent, ils viennent avec une attente et leur projection. Et là, typiquement, c'est une fondation qui s'appelle la Fondation Telefónica, qui est à Madrid, qui est une fondation du plus ancien opérateur téléphonique historique espagnol. Et eux, ils venaient de faire une expo TeamLab et ils s'attendaient à ce qu'on fasse du TeamLab. C'est-à-dire, eux, ils s'attendaient à ce qu'on fasse ce qu'on faisait depuis 10-15 ans. Donc, des environnements immersifs, numériques, de la nature digitale. Et en fait, comme c'était depuis toujours, on a toujours montré un projet du studio dans un groupe show où au mieux, on a une fois l'occasion de présenter 2 ou 3 projets, 2 projets et demi, on va dire. Et là, c'était la première fois qu'on avait 1000 mètres carrés où on pouvait raconter une histoire. Et en fait, c'est là où moi, j'ai vu l'opportunité. On leur a dit, on veut bien accepter votre invitation. Mais par contre, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais on aimerait que la moitié de l'expo parle de la fin du monde et de la destruction de la nature. Ils ont été contents? C'est là où tout ce qui se passe dans le monde, c'est toujours, in fine, une histoire de personnes. Là, il y a eu une directrice des expositions... Qui a eu la sensibilité. Qui a eu l'intelligence de se dire... Ouais. Oula, parce qu'en plus, ces projets-là n'existaient pas. Donc, en plus de nous faire confiance, de parler de choses un peu compliquées, il fallait qu'elle ait confiance dans les offres qu'on allait créer pour. Ça peut paraître un peu kamikaze, hein. Ça doit faire peur à certaines personnes. Ouais, non, mais je pense que voilà, c'était quelqu'un qui fait très sérieusement son métier, qui du coup a su présenter ce concept d'exposition. En fait, dans la Fondation Telefónica, il y a des gens qui sont là pour parler d'art, qui considèrent que l'art peut et doit être politique.
Mais dans cette fondation, il y a aussi des gens qui sont là pour vendre des téléphones mobiles. Bien sûr. Et elle a réussi d'une manière géniale. C'est un malentendu, peut-être. Non, je pense de manière très intelligente à convaincre les gens de l'innovation, qu'il y avait aussi quelque chose de pertinent et d'intéressant dans ce qu'on essayait de raconter. De prendre un peu de hauteur, finalement. Exactement. Et en fait, il y a eu un moment... Donc, ça a été très compliqué. Le Covid est arrivé en plein milieu de tout ça. Enfin, ça n'a pas été simple, mais il y a quand même eu un moment où, quand la ministre de l'Environnement espagnole visite l'expo et dit que chaque personne d'Espagne devrait voir cette expo, tout le monde est très content dans cette fondation à ce moment-là. Oui. Donc, en fait, on se rend compte, et il y a une vraie prise de risque pour nous. Donc, on a produit cette première œuvre vidéo qui s'appelle Slow Violence, qui est une œuvre qui est 100% d'images filmées dans la mine de charbon, la forêt autour, les villages détruits. C'est un projet qu'on a montré, c'est le projet qu'on a le plus montré depuis 2020, dans des contextes dans lesquels on n'aurait jamais rien montré des autres projets qu'on fait. Et parfois, ça peut être dans des contextes qui servent un propos qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire, on a pu se retrouver dans des expositions qu'on pourrait qualifier de greenwashing, mais sauf que nous, on est là. En mode, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec Joanie, en mode cheval de Troie / sous-marin. Je me bats très fort pour que notre propos soit sur le mur, écrit, intelligible, et on reçoit régulièrement des retours de public qui disent j'ai vu Slow Violence dans cette expo, j'ai pas compris ce que ça faisait là, ça m'a fait un choc, et là pour nous c'est gagné quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle, c'est ce fameux truc que rejettent beaucoup les activistes, c'est le passer le purity test, ce mensonge que si t'as un iPhone tu peux pas être activiste, alors que si ton iPhone c'est ce qui te permet d'un moment être 2000 à un instant T à un endroit pour bloquer une mine, et ben c'est la meilleure raison d'avoir un iPhone. Et nous, c'est pareil, on sera jamais pur, mais il faut quand même commencer par faire quelque chose. Oui, c'est toutes des dualités, finalement. Exactement. Les paradoxes, les contradictions qu'on choisit d'embrasser, on se dit on vaut mieux être imparfait et faire quelque chose que essayer d'être parfait et jamais rien faire. Ça m'amène, quand vous parlez ici de la création de cette exposition, à vos processus créatifs. On va revenir ici dans le labo. Comment on crée une œuvre ? Alors, les choses ont pas mal évolué ces dernières années et j'essaye d'être assez... je ne trouve pas le mot. Donc, les choses ont pas mal changé ces dernières années et j'essaye d'être assez honnête sur ma pratique précédente où finalement, quand on a une pratique et un usage des arts numériques, on est quand même beaucoup dans le test et la culture de la démo. C'est-à-dire il y a des nouvelles technologies qui arrivent, des fois qui sont faites par les GAFAM de reconnaissance faciale ou d'algorithmes de tracking, des choses comme ça. Donc, en tant qu'artiste, on va être beaucoup dans tester ces nouveaux outils, la Kinect, des systèmes de scan 3D, le lidar. Et finalement, on est un peu enfermé dans cette culture de la démo technique. Et donc, rien. Des fois, on raconte pas grand-chose. Ou en tout cas, on fait un peu la démonstration de telle ou telle technologie. On peut, par exemple, avec des techniques de photogrammétrie, des techniques de photo spéciales, faire des scans 3D d'une forêt, des choses comme ça. Et quelquefois, c'est beau, mais ça ne dit pas grand-chose. Et depuis qu'on a cette activité un peu plus engagée autour de questions militantes, par exemple de la préservation de l'eau avec les soulèvements de la terre, ou de la question de l'accès aux forêts, ou de la préservation des arbres, comme avec le GNSA, ou des gens qu'on côtoie. Eh bien, enfin, on essaye de mettre les idées en premier, les concepts, donc des questions de justice sociale, des questions d'essayer de limiter l'impact des énergies fossiles ou de l'extractivisme sur le monde. Donc maintenant, l'idée arrive en premier et du coup, on fait appel à toutes ces technologies qu'on connaît, qu'on maîtrise parce qu'on est dans ces pratiques numériques, mais pour pousser un propos, pour pousser une idée et du coup avec une volonté quand même de dire quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. Avant, on était beaucoup dans la démonstration, dans le test. Et des fois, comme on voit encore beaucoup d'œuvres autour de nous qui disent rien, c'est joli, mais c'est un effet wow, quoi. C'est l'effet wow, exactement. Et je suis vraiment content que depuis quelques années, le fait d'être engagé sur cette forêt de Hambar et sur la mine de charbon, finalement, c'est ça qui est le plus important maintenant. Et la forme que ça va prendre, que ce soit un dessin fait avec des particules de charbon. J'ai fait une série de portraits pour dessiner les visages des gens qui sont responsables de cette mine de charbon. Donc, il y a par exemple
le CEO de BNP Paribas ou des gens qui financent la mine de charbon ou qui vont amener la technologie qui rend possible l'extraction. Donc, je fasse un portrait avec de l'encre de charbon ou une projection d'un scan 3D de ces machines ou d'autres formats, un film comme Slow Violence. Finalement, le médium importe moins que le message qui est derrière. Et ça, c'est assez nouveau dans notre pratique. Mais pour répondre aussi plus concrètement à ta demande, par contre, au niveau des étapes de création, ça n'a pas beaucoup changé. On a quand même... c'est hyper intéressant. Il y a 2 ans, pour notre premier livre, je me suis retrouvée à scanner tous les carnets de croquis et notes de Joanie. Et on se rend compte qu'il y a quand même souvent un petit truc bricolé qui marche pas trop, qui est pas très convaincant, mais qui va nous donner des envies, des idées, vraiment genre la première intuition. Et puis souvent 2 ans plus tard, on se rend compte que quand on a une installation finie, on se rend compte que ah ouais, mais attends, en fait, tu te rappelles de ce croquis dans ton carnet il y a 2 ans? C'était la graine, en fait. Ouais. Exactement. Donc il y a quand même ces étapes. Ça commence toujours par un croquis sur du papier. Un petit gribouillis, une idée. Après, on va essayer de développer un peu le projet en faisant quelquefois une petite maquette, en faisant des nouvelles versions de ce croquis. Ça peut durer longtemps? Ça peut durer des années. Là, on est en train de préparer un projet sur la montée des eaux dans les villes côtières. C'était un projet qu'on a commencé en 2020 sans tellement savoir où on allait, avec du code, des algorithmes et avec un super développeur qui s'appelle Andrei avec qui on travaille. On a fait des essais. Et c'est ça, parfois 5 ans plus tard. Parfois, quand même un code ou l'accès à du code ou une technologie va aussi permettre d'être un point de départ. Je crois qu'en fait, en 2020, il y avait ce truc où il y avait eu un code qui donnait un truc de data de montée des eaux ou juste le truc de OpenMap. Enfin, il y a parfois un truc technologique qui va être « Ah, ça me semble hyper intéressant cet outil-là. Qu'est-ce que je pourrais faire qui a du sens avec ?» Peut-être quelque chose de plus scientifique à la base, et vous transformez, vous lui donnez aussi une autre vision, un autre regard. C'est pas toujours, mais ça peut être un point de départ. Ou comme quand tu avais eu des données de la NASA ou de l'ESA qui t'avaient emmené dans une certaine direction. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que par exemple, sur les questions énergétiques, on se retrouve tout le temps à nous devoir créer les données qui sont pas du tout disponibles. Comme quand on s'est dit... Ok, maintenant, ce qu'on veut, c'est savoir exactement ce qu'on consomme, mais vraiment comme un exercice, pas comme une nouvelle religion. Et là, on s'est dit, on prend un laser ou un projecteur. Sur la fiche technique, ça vous annonce que ça consomme ça. En vrai, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait, c'est des outils qui n'ont jamais été pensés pour un contexte où on aurait une énergie limitée. Donc même des choses comme ça, même un vidéoprojecteur représente le fait qu'il y a ce fantasme de l'énergie et des ressources infinies. Parce que quand vous vous privez de la grille énergétique, quand vous vous mettez dans un contexte off the grid, il y a pas les données. On sait pas réellement. Alors ça veut dire que nous on se retrouve à devoir tester. Donc on prend une batterie dont on sait exactement ce qu'il y a comme énergie dedans et on voit pendant combien de temps on fait tourner notre vidéoprojecteur avec. Et cette forme d'auto-privation finalement, chez vous, c'est extrêmement créatif. Alors ça moi je viens vraiment de ça et on n'est pas toujours d'accord avec ce point-là sur Joanie, mais moi je suis convaincue que c'est des contraintes que naissent les meilleures idées. Bien sûr, Mais après c'est avant, pourquoi on se serait privé d'énergie? Ou pourquoi on se serait privé d'acheter du nouveau matériel? Parce que pendant longtemps, la question d'acheter du nouveau matériel ou pas, c'était une question budgétaire. S'il y a le budget, achetons un ordinateur plus puissant qui nous permet de faire des rendus avec une plus haute résolution. Un côté très geek comme ça. Exactement. Et ça, c'est vraiment un changement de mentalité et de rapport au monde. C'est ça que Joanie expliquait tout à l'heure, où on se dit, mais non, en fait, là, on a peut-être le budget pour acheter un nouvel ordinateur, mais est-ce que c'est ça qu'on veut soutenir comme rapport au monde? Non. Donc, on est là, tous nos derniers projets, même à grosse échelle, et parfois, c'est plus compliqué de trouver des ordinateurs reconditionnés qui font ce dont on a besoin que d'en acheter un neuf. Mais on va se dire, ça fait pas de sens pour nous d'en acheter un neuf. Comme il y a peut-être une prise de courant là, mais si le projet a été pensé pour être off the grid et on sait que ce laser, ce sound system, on peut le jouer pendant 4 heures pour 200 personnes avec une batterie qui a été chargée avec un panneau solaire, mais c'est ça qu'on veut faire. On n'est pas suicidaire, donc on sait que dans le monde d'aujourd'hui, en 2025, on peut encore avoir en plan B, en plan de secours, une rallonge. Mais au moins, on sait que si en 2035, ce qui fait la beauté et l'existence même d'un projet, c'est de pouvoir être off the grid, autonome en énergie. Merci. Autonome en énergie, ou en tout cas dans un contrôle de ce qu'on consomme.
Enfin, c'est assez génial quand on demande aux gens autour de nous est-ce que tu sais ce que ça consomme ton frigo, ton aspirateur ou ton chargeur de téléphone. Il y a aucune... On a été volontairement privés de connaissances. Et on nous donne pas les infos et c'est à dessein. C'est pour qu'on soit consommateur passif. Et nous, on se dit que entre avoir une exposition ultra didactique dans un musée des sciences qui vous parle de la consommation énergétique ou voir une très belle œuvre, et je voulais revenir sur cet effet waouh, nous, on va quand même essayer qu'il y ait l'effet waouh. On a envie que ce soit séduisant, on a envie que ce soit cool, on a envie que ça fasse waouh, et qu'en même temps, ça parle de, est-ce que c'est complètement autonome en énergie, ça consomme quoi? Ah quoi, waouh, tu peux faire un show pour 200 personnes pendant 4 heures avec une batterie grande comme ça? Bah oui, en fait, c'est possible. Et je voulais revenir sur ça, sur l'effet waouh. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une croix sur ça. On n'a pas fait non plus une croix sur les projets qui sont peut-être, qui vont sembler parfois un peu gratuits aujourd'hui, mais qui en fait nous permettent d'avancer nous sur certaines choses. C'est-à-dire que c'est pas 100% des projets qu'on fait qui vont avoir un engagement et un message fort sur tout ce qu'on cherche à dire. C'est pour ça que maintenant, notre contexte d'expression préféré, c'est des contextes où on peut présenter plusieurs projets. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir un projet qui va être beau, fun, sensible, mais que la pièce d'après, vous ayez un projet qui soit un peu plus rude et un peu plus consistant, quoi. C'est bien résumé. Dans l'évolution de la création, on vient de parler des choses qui sont encore sur batterie, mais vous allez encore un cran plus loin, et on a eu une petite présentation en off juste avant, où tu nous as un peu montré tout ça, Juliette. On devine une installation derrière vous dans la vidéo. Ah oui. Et là, on ne travaille même plus avec de la batterie, on travaille avec une énergie presque infinie, le soleil. Ah ouais, ah, c'est joli. Passion soleil, attention. Ouais, parce qu'en fait, dans cette volonté de réduire un peu nos consommations énergétiques et de quand même continuer à utiliser la lumière et la projection, on s'est naturellement tourné vers la lumière du soleil puisqu'elle est plus puissante que tous les vidéoprojecteurs qui existent sur le marché. Il faut savoir qu'en été, la lumière du soleil, c'est environ 100 000 lumens. Et pour donner une correspondance, un projecteur de salon, c'est 3000 lumens. Et les projecteurs les plus puissants au monde, c'est à peu près 60 000 lumens. Et donc, le soleil, la 100 000. lumière du soleil nous permet, avec un simple miroir à quelques euros, d'avoir accès à plus d'intensité, plus de luminosité. Alors, c'est pas si facile. Il faut après réussir à concentrer cette lumière et l'apprivoiser avec des systèmes d'optique, des miroirs concaves, convexes, avec il faut une connaissance du coup physique et optique de la matière pour faire des projections. Le soleil étant très chaud à cause des UV, des infrarouges, on a aussi le problème de cette énergie qui est trop intense et donc on va mettre le feu assez rapidement à des pochoirs qu'on va faire pour faire des projections ou à des images qu'on va imprimer sur du film. Donc on se retrouve avec des nouveaux challenges entre guillemets qui sont comment concentrer cette lumière du soleil sans mettre le feu instantanément à tous nos supports de projection. Donc on est dans un travail expérimental pour essayer de mieux comprendre cette matière solaire. Et on est aussi en train de réfléchir à différents usages peut-être moins artistiques, mais comment utiliser cette énergie solaire condensée pour peut-être faire de la gravure sur du bois, pour couper des matériaux, découper du métal. Donc on arrive aussi un peu à la limite de notre pratique artistique et presque à des exercices autour du design industriel ou de l'ingénierie. Et c'est assez fascinant finalement de se retrouver comme un peu les inventeurs du XVIIIe siècle et du XIXe siècle qui faisaient des machines et qui étaient plus dans l'invention que dans l'innovation. Et puis c'était aussi... Pendant des années, il y avait cette dualité où on passait beaucoup de temps dans des boîtes noires, complètement coupées du réel, dans les environnements numériques. Et puis, une fois qu'on avait terminé, on allait faire des randonnées, on allait explorer la nature. Et en fait, à un moment, on en a eu marre de ce fonctionnement d'autant, et on a eu aussi envie, de manière très terre à terre et sensible, on a eu envie d'être nous aussi plus souvent dehors à travailler avec les éléments naturels.
Et c'est assez amusant parce que pendant des années, le soleil, c'était presque notre ennemi. On pouvait faire aucun de nos projets avec de la lumière du jour. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est pas stupide presque de chercher à faire toujours plus de lumière avec des projecteurs versus utiliser celle qui existe. Nouvelle contrainte créative. Et en même temps, en allant dans la direction de faire des projets avec le soleil, on a créé une nouvelle complication qui est, quand il n'y a pas de soleil, ça marche pas. Et en fait, ça, c'est très, très beau parce que c'est quelque chose qu'on réalise beaucoup quand on utilise les technologies. C'est que ça a une tendance à te convaincre un peu que t'es Dieu, que tu contrôles tout le temps tout, que t'es là sur ton ordinateur, tu rentres des nouvelles données, ça change tout. Et on pense que dans cette vision du monde et on peut continuer à casser le système climatique, on trouvera bien des solutions technologiques pour les réparer. La plupart des gens qui savent de quoi ils parlent disent que non, c'est pas possible. Et nous, on estime que travailler avec le soleil, travailler avec des choses qu'on ne contrôle pas, c'est nous ramener à cette humilité qu'on a un petit peu oubliée de l'humain ne contrôle pas 100% de son environnement. Il croit que, grâce à la magie du charbon et du pétrole, il y a cette notion de considérer ça comme des ressources qui remplacent des esclaves. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un médium qu'on contrôle pas. Mais pour nous, c'est plus le réel que la bulle des outils numériques. Et ça nous oblige à être dans le temps long parce que, par exemple, un événement qui va durer 3 jours, les garanties que sur 3 jours il y ait du soleil sont quand même assez limitées. Ça nous amène des énormes complications de prototypage parce que quand on essaie de remplacer le soleil par une source de lumière, en fait, en termes d'angle des rayons, ça n'a rien à voir et ça ne fonctionne pas. Et en fait, on apprend qu'est-ce que c'est d'être un humain sur une toute petite boule dans l'espace qui contrôle finalement pas grand-chose. Une vulnérabilité. Une vraie vulnérabilité, une vraie humilité. Et nous, on trouve que c'est intéressant de parler de ça au travers d'une œuvre et d'un processus artistique. Bien. En parallèle, tout à fait à l'opposé de ça, on n'arrête pas de parler d'IA. L'intelligence artificielle, on en mange partout maintenant et ça va à très très grande vitesse. Vous êtes totalement contre? Ah non, parce que ça n'a pas de sens dans le monde dans lequel on vit d'être dans un rapport binaire aux choses pour ou contre. On n'est pas contre les ordinateurs, on n'est pas contre les projecteurs et on n'est pas contre l'exploration spatiale. Par contre, on est contre le fait que tout ça puisse être des solutions pour continuer à consommer plus et à détruire les conditions d'habitabilité de la planète. Donc on n'est pas contre le tout. C'est sûr qu'on est très critique des usages, mais au-delà des usages et au-delà de l'intelligence artificielle, on est critique du discours qu'elle sert et de comment elle est utilisée. Donc c'est comme absolument tout. Il faut se poser la question de qui parle, de quoi cette personne parle et qu'est-ce que cette personne essaie de vous vendre. Et là, on peut définir un peu où on se situe. On est en train de développer en ce moment un projet autour de cette critique des IA. Je te laisse en dire plus. Oui, en fait, on est un peu dans une ambivalence parce qu'on teste ces outils, on utilise ces outils, mais de manière la plus raisonnable possible. Un usage qu'on trouve vraiment intéressant des IA, c'est pour faire du code, parce qu'on gagne vraiment du temps et on gagne en efficacité et on est quand même dans des usages qui sont relativement sobres puisqu'on n'est pas dans de la génération de vidéos et on peut même travailler avec des modèles d'IA qui tournent localement, donc sur un petit ordinateur. Donc on a un regard sur les ressources nécessaires, sur la quantité d'électricité nécessaire pour ces outils. Donc on est en train de travailler sur un projet effectivement qui est critique de l'IA et des technologies en général parce qu'on essaye surtout de souligner le fait que ces technologies ne sont pas neutres, elles servent souvent une vision du monde et si toutes ces technologies restent propriétaires par des GAFAM et nous emmènent dans un monde avec plus de surveillance automatisée, vers des dystopies orwelliennes comme 1984. On trouve ça intéressant aussi d'écouter les artistes et les écrivains qui nous alertaient déjà sur les risques liés aux technologies. Et donc, on essaye de faire un travail un peu plus contemporain, mais qui fait un peu écho à
même à des histoires comme Frankenstein qui déjà nous alertaient sur des chimères ou des mélanges ou des manipulations du vivant, etc. Transhumanisme. Donc on essaye de remettre un peu voilà, avec des pratiques contemporaines et du code et une esthétique particulière, voilà, d'être critique sur l'IA. On pense aussi vraiment que l'impact sur les emplois créatifs va être désastreux. On voit déjà combien un certain nombre de métiers disparaissent, comme la traduction, parce que les outils de traduction automatique voilà, font du tort à un certain nombre de métiers. La création de logos, la création d'images, la création de vidéos, le montage vidéo, enfin tous ces métiers-là qui déjà sont en tension ou quelquefois difficiles vont être terriblement impactés par ces outils. Ça vous fait peur pour l'avenir du studio ? Pour nous, pas forcément, parce qu'on a la chance d'être vraiment très ancré dans un réseau de clients, et que ce soit les galeries, les institutions, les musées, l'événementiel. On se fait pas tellement de soucis pour nous, mais je pense au Johanny qui avait 20 ans et qui, tout jeune, faisait ses premiers projets en freelance. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Tout ce que je faisais quand j'ai commencé ma pratique artistique autour des technologies numériques, tous ces métiers-là, je pense, sont condamnés à très court terme. Et je pense plutôt, voilà, aux générations qui arrivent et aux producteurs de musique qui sont remplacés par Suno, cette app qui permet en quelques lignes de remplacer toute la génération des bedroom producers, des gens qui faisaient de la musique sur leur ordinateur et on connaît beaucoup de musiciens aujourd'hui très connus qui ont commencé sur un ordi et voilà, je pense que tous ces métiers-là, en ayant 20 ans aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué de faire la compétition avec les IA qui se nourrissent du travail des artistes sans forcément être crédités, etc. Donc voilà, on ne sait pas tellement quoi faire parce qu'en tant qu'artiste indépendant, studio indépendant, on a très peu de pouvoir sur ces machines qui vont broyer un certain nombre de métiers et de pratiques. Mais on essaye en tout cas d'amener un regard critique. Ouais, d'alerter, oui, d'aller un peu contre le message peut-être mainstream qui sert une idéologie et de dire non c'est pas vrai. Et je trouve que tous les artistes qui ont beaucoup, nous c'est pas notre approche, mais moi dans ma curation j'ai travaillé avec des artistes qui ont créé des bases de données, qui ont fait du génératif il y a des années, et ça reste des bons exemples pour montrer voilà, une base de données ça se crée comme ça. Si un artiste crée sa base de données pour générer des images qui vont aller dans un style, une esthétique, un propos, imaginez quand la même chose est faite à l'échelle des GAFAM. Et je trouve que c'est toujours intéressant de montrer l'artisanat du AI qui peut exister dans la pratique de certains artistes, en contrepoids de quand c'est pas du tout l'artisanat mais l'opposé, l'énorme la version industrielle du AI. Et on peut pas se dire non mais nous ça nous intéresse pas, on veut rien avoir à faire avec ça. On est un peu obligé de nous positionner dans la discussion mondiale actuelle. Comment vous feriez si vous deviez tout recommencer aujourd'hui, si vous aviez 20 ans à nouveau ? Oh waouh, moi je serais dans le fond du trou du désespoir de l'effondrement qui nous attend. Donc je suis beaucoup. Johanny, vas-y toi. Moi c'est pas très positif. Finalement, je crois que notre nouveau projet qui s'appelle le Solar Lab, qui est dans cette volonté de revenir à des inventions, de créer nos propres outils dont on a fait le design, des outils qu'on sait réparer, qu'on comprend, des outils qui peuvent être open source, qu'on peut partager avec des communautés, qu'on peut contribuer à faire grandir. Je pense qu'on a un certain nombre de choses qui sont en train d'émerger. Le retour à l'artisanat, pourquoi pas garder un peu de la technologie, ce qu'on a par exemple dans les Fab Labs. Une sorte de low-tech comme on dit. Ouais. Le low-tech. Exactement, le low-tech. Et puis finalement, il y a peut-être des choses qu'on peut emprunter au marxisme d'être propriétaire de ses moyens de production. Si on peut ouvrir des grands Fab Labs ou des grands ateliers collectifs avec des machines qu'on se partage,
On va travailler en collaboration avec différents corps de métier, des ferronniers. On va travailler avec des gens des cuisiniers pour faire des grandes fêtes et des grands banquets dans lesquels on va inviter des philosophes, des théoriciens, des écrivains. Et je pense quand même que si on s'extrait de ces mondes virtuels, si on met nos casques de VR à la poubelle pour de nouveau créer des communautés, créer des groupes et échanger nos compétences et nos talents, je pense qu'il y a quand même un nouveau monde à inventer dont on a un peu tous les ingrédients. Et heureusement, il y a des penseurs. Moi, j'aime beaucoup le travail de Geoffroy de la Gannerie, qui est un penseur un peu radical de gauche, mais qui amène beaucoup d'idées comme ça, assez rafraîchissantes. Et puis beaucoup de vos invités sur Raconte, ou beaucoup des gens qui émergent un peu dans le débat public avec des nouvelles idées, des dynamiques et des énergies assez folles. Moi, je suis toujours impressionné de voir des activistes comme Adélaïde Charlier ou comme tous ces activistes qui un peu partout en Europe sont en train de monter des mouvements, créer des choses de manière collective. Tout ça finalement me remplit quand même de beaucoup d'espoir. Moi, j'espère que si on avait tous les deux 20 ans aujourd'hui, on ne serait pas complètement fan de tous les trucs en ligne et AI made. Et c'est vrai que, Joanie l'a dit, il y a quand même plein de jeunes qui s'engagent et qui font des choses, mais malheureusement, moi, quand j'interviens dans des écoles ou je donne des conférences ou quand je fais des suivis de diplômes, etc., c'est malheureusement pas une majorité de la jeunesse d'aujourd'hui qui se rend compte que ça va très, 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 très mal. C'est même l'exception, non ? Ouais, c'est l'exception. L'avantage, c'est que l'exception qu'à 20 ans aujourd'hui, elle est à un niveau d'engagement de ouf. Je pense qu'un jeune engagé de 20 ans aujourd'hui, il équivaut à 5 jeunes engagés quand on avait 20 ans. Je ne sais pas si ça va suffire, j'espère, mais il y a quand même une majorité qui veut le dernier iPhone, encore régulièrement, on a des gens qui nous disent qu'il y a des bars qui ferment parce que les jeunes ne vont plus boire des coups dans les bars après les cours. C'est vraiment... Donc c'est aussi pour ça que nous, on essaye de faire du cool, parce qu'en fait, le low-tech qu'on a connu nous et qui est encore... quand tu essayes d'avoir une image mentale de qu'est-ce que c'est le low-tech, ça reste quand même... c'est pas très sexy, quoi. Et il y a des contre-exemples, heureusement. Et moi je trouve ça très rassurant quand des jeunes qu'on rencontre qui sont dans des écoles d'archi, des écoles de design, où on a cassé les modèles de c'est quoi le rêve dans l'archi, c'est quoi le rêve dans le design. Ça reste aussi une minorité, mais je pense que c'est pour ces raisons-là qu'on se dit qu'on doit être over méga sexy dans ce qu'on fait pour que ça donne autant envie que le dernier iPhone, en gros. Et comme on n'est pas designer, on a par exemple avec le Solar Lab créé des espèces d'idées, de concepts, d'écrans transparents, de petits ordinateurs avec le minimum d'éléments plastiques, qui sont pas des produits, qui sont pas des vrais projets de design, mais qui on l'espère donnent envie. Ils ont une esthétique. Qu'on essaie de donner envie de cette esthétique-là suffisamment pour que, je pense que c'est un peu illusoire d'imaginer que ça puisse devenir le truc mainstream. Mais si déjà ça peut être un peu moins niche que ça ne l'est aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. Bien. Il y a beaucoup de gens qui fantasment un peu l'idée de la vie d'artiste. Ça ressemble à quoi une journée d'artiste ? C'est drôle. J'en ai 2 devant moi. C'est drôle comme question. On dit la vérité ou pas ? Bien sûr. Je sais pas ce que tu allais dire d'autre que la vérité. Mais... Non, mais vas-y, dis alors, c'est comment la vie d'artiste ? C'est trop bien, la vie d'artiste. Quand on a la chance d'avoir trouvé un créneau et d'avoir une forme de succès, dont je sais que moi, ça a été beaucoup lié au bon moment de commencer le mapping, au moment où c'était le début. Ça m'a amené beaucoup de visibilité, etc. Et depuis, la vie est quand même... Ça a été rapide, l'ascension à ce moment-là ? Ouais, ça a pris quelques années. C'était entre 2005 et 2007, 2008. On a eu beaucoup de demandes et depuis, c'est plutôt facile. Mais t'as eu la chance, t'as travaillé comme un ouf, mais t'as eu la chance d'être... on peut se dire que quand même Bristol, à cette époque-là, il y a quand même des gens qui t'ont fait confiance et donné ta chance. Là, dans la même chose dans la mentalité française n'aurait jamais existé. Il y a vraiment ce truc... Bonne personne, bon endroit, bon moment. Ouais, et puis en Angleterre, il y a ce truc qu'on retrouve aussi en Amérique du Nord où on te donne ta chance, peu importe que t'aies fait telles études ou telle autre, et puis voilà. On teste. On te donne ta chance. Et t'as vraiment eu ça à Bristol, quand même. Ouais, c'est ça. Et donc, depuis, en fait, une journée d'artiste, je me réveille, je prends un café, et puis j'ai une liste de choses à explorer. Et souvent, il y a 3 ou 4 projets en cours en même temps.
Il va y avoir par exemple des projets avec des miroirs et du soleil. Donc s'il y a des nuages comme aujourd'hui, je vais mettre ce projet de côté et je vais plutôt aller faire des dessins. Comme on fait ce projet en ce moment sur l'élévation du niveau de la mer dans différentes villes. Et donc je vais aller sur mon ordinateur faire du code pour essayer de séparer sur une carte du monde dont on va récupérer les données sur Internet, les données vectorielles d'une carte. Je vais essayer de séparer les élévations en dessous d'un certain niveau en mettant toutes ces rues et tous ces éléments d'une certaine couleur. Et tous les éléments au-dessus d'un certain niveau vont être d'une autre couleur. Je vais séparer ce fichier en 2 fichiers. Et avec ma petite machine qui dessine, je vais donner un premier fichier. Je vais tester différentes couleurs de papier, différentes teintes. Je vais essayer avec de l'aquarelle, avec des différentes encres. Et le reste de ma journée va se séparer entre préparer ce voyage aux États-Unis. On fait une traversée de l'Atlantique en bateau à voile. Et donc, il faut aller chercher des attestations d'assurance. Donc, c'est très chiant. Bon, ça peut être un peu relou à J'ai l'impression que Joanie dit pas... Alors, moi, j'ai envie qu'on dise encore plus la vérité. La vie d'artiste, alors, c'est aussi beaucoup des fois où tu te couches à 3-4 heures du mat parce que tout ce que tu as fait dans ta journée, elle n'a pas marché. Il y a aussi ça. Oui, des fois dans ces recherches de code, ça fonctionne pas. Alors, c'est beaucoup des nuits blanches. Il y a un côté jusqu'au boutiste, alors, pour aller dormir à cette heure-là et ne pas trouver. Non, je ne couche jamais à 4 heures. Non, mais je veux dire, c'est quand même aussi beaucoup de choses qui marchent pas. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, des fois, perdre une journée entière parce qu'il y a eu une update d'un truc qui a tout cassé, le code que tu avais fait pendant des semaines. Et puis, là, Joanie parlait de la vie d'artiste dans la phase création de projet. Mais il y a toute la partie que je gère, tous les jours, que je gère plus moi. La vie d'artiste, c'est faire beaucoup d'admin. Joanie, il en fait plus depuis que c'est moi qui fais tout, mais c'est beaucoup d'admin. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est beaucoup de temps passé à faire sa propre com. Et ça, c'est pas tous les jours que c'est fun non plus. Il y a des fois, on le sait, on a des projets dans lesquels on croit, qui sont super, qui sont prêts à être montrés, et on sait que c'est parce qu'on n'a pas d'assez belles images, on n'en a pas assez parlé, donc c'est un peu faire ça. La vie d'artiste, c'est beaucoup le site internet à jour, c'est la plaie, mais ça reste un truc aussi. Comment tu t'y prends? Tu parlais de la com ici. Comment tu t'y prends pour communiquer sur des œuvres qui sont peut-être difficilement parfois photographiables, enfin en tout cas pour se rendre compte de l'effet qu'elles procurent? Ouais, ça, je dirais qu'on s'y retrouve parce qu'on a autant des projets qui sont hyper sexy en vidéo photo qu'on a des projets où on se dit, faudrait vraiment que les gens, ils le fassent pour s'en rendre compte. Et il y a toujours des moyens, c'est quand même la magie de la mise en scène. Il y a toujours des moyens de donner un peu envie, quand bien même c'est très loin de l'expérience réelle. Enfin, on a eu beaucoup ça, avec les écrans d'eau, on sait qu'il n'y a pas 100% de la force d'une installation qui passe, mais on arrive quand même à donner envie en espérant que les gens vont venir faire l'expérience de l'œuvre en vrai. Ouais, c'est ça. Puis on travaille quand même toujours autour d'esthétiques assez fortes qui sont relativement faciles à capturer avec des caméras et donc voilà, il y a quand même une facilité ça pourrait être plus complexe dans d'autres médiums, la poésie, l'écriture, etc. C'est compliqué de faire de la com. Les installations sonores, par exemple. Voilà. Mais non, on a de la chance en étant artiste visuel de créer chaque jour des visuels, des images assez fortes. Et donc, c'est plutôt facile. Moi, j'ai une formation en photo, vidéo et montage, etc. et web. Donc, j'avais vraiment le profil parfait pour pouvoir avoir une forme de facilité à articuler ma pratique artistique autour d'une communication permanente. Donc, je ne pourrais pas imaginer la pratique que j'ai sans cette communication quasi quotidienne sur les réseaux qui nous amène beaucoup de projets et d'intérêts en général. Ouais. Et pour revenir à la vie d'artiste, il y a aussi ce qui demande beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais qui ne se fait pas tout seul. C'est qu'avec Joanie, on a vraiment développé aussi un modèle économique. C'est-à-dire que malheureusement, il y a d'autres artistes qui sont très dépendants d'un type de client financeur potentiel et qui ont un format d'œuvre, là où nous, on a toujours voulu garder une vraie agilité et polyvalence et des contextes dans lesquels on travaille et des formats de petits à très grands en passant par moyens. En se rajoutant cette difficulté, il y a des années de plus devoir forcément être sur place pour que le projet soit installé, ça a un impact sur c'est quoi le quotidien aussi. Par exemple, moi j'ai beaucoup souffert de quand on a vraiment poussé ça, de pas aller sur place, t'as un peu
tout le côté ingrat de les mails, les calls, les fiches techniques. Et puis t'as pas ce qui a toujours été la récompense, c'est voir le public faire l'expérience de ton œuvre, découvrir un nouveau pays, découvrir des nouvelles choses à manger, rencontrer les gens super qui t'invitent. Et ben c'est un truc qu'on a perdu, mais on a gagné en qualité de vie de plus être tout le temps entre deux avions et jet lag et à physiquement plus réussir à suivre non plus. Donc c'est vrai que notre vie d'artiste d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus changeante et par moments beaucoup plus stable qu'elle ne l'était avant. Et je sais que parfois les gens idéalisent un peu le fait qu'on ait des opportunités, etc. Mais on a aussi et on continue à prendre beaucoup de risques. Ce projet de traversée transatlantique à la voile, c'est quelque chose qu'on finance nous-mêmes. Là où beaucoup d'artistes auraient fait des dossiers, attendu de trouver une source de financement pour faire ce projet, et on le finance nous-mêmes parce que on a la chance d'avoir des projets qu'on vend assez bien pour pouvoir après nous décider qu'on va mettre une partie de cet argent dans ce projet qu'on finance. Et si on finance ce projet, c'est parce qu'on est convaincu que ce qui va en ressortir va être plein d'œuvres, plein d'installations qu'on va réussir à montrer dans des endroits. On se dit pas ouais, on a plein d'argent, on finance ce projet et puis on verra bien. On le fait aussi en ayant cette vision, je parlais tout à l'heure, un peu à long terme, d'être un des éléments qu'on a défini avec Joanie, c'est d'être un studio identifié autour de ces nouveaux imaginaires, autour des énergies, de la lumière et du voyage et du déplacement. Et c'est pour ça qu'on se dit c'est pertinent de financer une traversée à la voile qui est très coûteuse, mais parce que on peut pas dire qu'on veut ces nouveaux imaginaires sans les éprouver nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on fait ce projet-là, par exemple. Une nourriture visuelle et culturelle immersive. Et pas théorique, genre dans le concret. Qui achète vos œuvres? Et déjà, est-ce qu'on peut les acheter? Première question. Oui, alors, donc il y a les œuvres à accrocher chez soi, qui sont faites pour des collectionneurs, comme celles qui sont derrière nous. Franchement, il n'y a pas de profil de collectionneur parce qu'il y a vraiment tous les prix et tous les formats. Et puis après, c'est des lieux d'exposition qui nous achètent le droit de montrer nos installations pendant une durée donnée. Donc c'est un principe de cachet artistique. Et ça va du petit centre d'art d'une mairie d'une petite commune en Bretagne à un lieu privé à Miami qui fait de la vente de billets. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Je réfléchis là, le prochain projet, la prochaine création qu'on montre avec ces villes sous les eaux, c'est un endroit qui s'appelle le Lieu Unique à Nantes, qui est un espace d'exposition financé par la ville et la région. Donc on a cette chance de travailler quand même beaucoup de lieux qui dépendent de financement public, mais on sait depuis des années qu'on peut pas faire reposer tout notre modèle économique que sur ça, parce qu'on est dans un monde où la culture est considérée à tort comme étant pas essentielle et étant les premiers robinets qu'on coupe quand il faut faire des économies. C'est un peu ce que tu disais au tout début en parlant de la ville. En parlant de la Belgique. Mais oui, on réalise pas qu'une grosse partie des touristes qui viennent en Belgique, par exemple, viennent pour voir le patrimoine architectural, pour voir tout ce qui a été construit à l'époque, pour venir voir, je sais pas, le musée des instruments, pour venir voir les musées en général, Magritte, les peintres. Et donc, toute cette production artistique, elle amène aussi, avec le temps, une valeur culturelle qui représente beaucoup d'argent et qui représente quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur. C'est un patrimoine dans les deux sens du terme. Malheureusement, les politiques ont tendance à imaginer l'art comme les artistes du dimanche et des gens qui profitent du chômage d'artistes et qu'on va essayer de renvoyer à l'usine, par exemple. Alors que il y a des corrélations évidentes entre tourisme, culture et art. Et on le défend alors qu'on n'est ni l'un ni l'autre au chômage d'artistes. Moi, j'en ai bénéficié quelques années. Ça n'a jamais été le cas de Joanie, donc c'est même pas comme si on prêchait pour notre paroisse. Non, vous pensez aux autres en fait. Oui, voilà, exactement. Mais donc on est un peu triste de voir qu'en fonction les politiques n'ont pas conscience de la valeur de la pratique artistique. Et on aimerait beaucoup plus que... Vous avez déjà eu des échanges concrets avec des personnes politiques à ce sujet, en France ou en Belgique?
Moi, je suis très impliquée dans la commission art plastique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc je préférerais ne pas rentrer dans les détails. No comment. Mais c'est au-delà de ça, c'est même sans en parler. Je dirais que c'est un feeling ressenti planétaire des gouvernements Bien sûr, de plus ça, en ouais. plus à droite qui définissent la culture comme étant seulement les choses du passé. Et les mêmes choses se passent en France, en Belgique, en Italie. Enfin voilà, c'est ça aussi. On n'a pas un ennemi identifié. C'est plus Non, bien sûr. Et c'est aussi cette vision, oui, que artiste c'est pas vraiment un métier, que ce serait comme pas normal de demander à être payé pour les centaines d'heures qu'on passe à faire ce qu'on fait. Et ça, il y a des pays où c'est pas du tout le cas. Encore une fois, à mon sens, au Royaume-Uni, il y a une vision très professionnalisée du monde artistique, ce qui fait que quand il y a l'idée d'un projet, va y avoir les lignes budgétaires qui permettent de payer l'artiste, mais aussi l'agent, le producteur, le régisseur. Enfin voilà. Et là où dans beaucoup d'autres pays et d'autres cultures, c'est l'artiste qui doit tout faire parce qu'il n'y a pas moyen de payer tout ce que ça prendrait de gens. Et c'est ça qui fait qu'on a des fois un art qui est pas professionnel parce qu'on ne lui donne pas les moyens de l'être. Indirectement, tu réponds à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a 20 ans ? En Angleterre, visiblement. Depuis le Brexit, c'est un peu compliqué. Hein. Plus aujourd'hui. C'est foutu, en fait, il n'y a plus rien. Désolée. Je sais pas où faut aller. C'est pas évident. C'est compliqué. Ouais. C'est intéressant. On vient de parler ici tout un moment ensemble. On pourrait conclure en disant qu'il y a eu 3 révolutions chez vous. La première, c'est d'aller dans le Vinjing et de quitter. La mine en Allemagne, qui est un retour à une autre matière et l'engagement écologique et planétaire. Et la dernière, qui est celle qui est un peu en cours maintenant, c'est d'utiliser le soleil et de revenir à quelque chose, on va dire, entre guillemets, de primitif. Je mets beaucoup de guillemets autour de ce mot. Ouais, c'est assez beau. Alors, on se limite pas au soleil, même si c'est le Solar Lab, on a autant d'envie et de plaisir avec le vent, l'eau. Les éléments, alors. Les éléments, ouais le réel. Résumé. Et puis... Ouais, moi c'est marrant ce que tu dis, j'aurais envie de dire on était dans des clubs, dans des boîtes noires. On est sorti de ça pour aller dans une mine de charbon et maintenant on a envie d'aller dans une forêt au bord d'un lac. Voilà, c'est un peu ça la randonnée qu'on propose aux personnes qui voudraient découvrir notre travail ou continuer de le suivre. Bien, il me reste 2 dernières questions qui sont les mêmes pour tout le monde. Si votre vie était un film, vous pouvez répondre chacune de votre côté ou les 2 ensemble si vous préférez. Donc si votre vie était un film, quelle serait la BO de ce film, la bande originale ? C'est hyper dur. Parce que c'est pas genre ta BO préférée, c'est genre si ta vie est un film, ce serait quoi la BO ? Moi, j'ai quand même un attrait particulier pour la musique de Bristol. Et donc, je pense que dans la BO, il y aurait un peu de Massive Attack, un peu de Portishead, un peu de drum and bass et de dubstep. Bon, ça, c'est plus pour la partie, le début de ma vie. Pour la fin, je sais pas encore, on verra. Peut-être revenir à des instruments moins électroniques. Mais en tout cas, voilà, grosse influence musique anglaise et musique électronique qui ont quand même beaucoup façonné un peu ma pratique et puis aussi ma vision du monde quand j'ai grandi à ce moment-là. Ouais, alors moi, il y aurait eu jusqu'à récemment, un peu comme Joanie, encore plus large, parce que moi, dans mes amis, j'ai fait beaucoup de mixtapes et qui étaient très réputés pour leur très grande variété, enfin inclassable. Éclectisme. Ouais, éclectisme, merci, c'est ça le mot. Mais je pense que depuis peut-être 2020, la bande-son, ce serait des chants d'oiseaux et des bruits naturels. En fait, moi, maintenant, il y a tellement plus de bruit de la nature que moi, quand je suis dans un endroit où il y a un oiseau qui chante, genre j'arrête tout et je suis... C'est contemplatif de ça. Ouais, et on s'est habitué à ce que ça ne soit plus là. Oui, printemps et silencieux. C'est presque choquant. On vit le printemps silencieux éternel. Et moi, ce serait des chants d'oiseaux et des bruits naturels, mais pas générés par ordinateur. Pas par IA. Surtout pas. Non. Ok, bien, ça c'est très surprenant, on n'a jamais sorti quelque chose de ça, mais bravo. Et la toute dernière question, qui voudriez entendre, voir, lire dans Raconte à votre place ? Il faut que ce soit réaliste ou pas ?
Sky is the limit ou... Sois créative, on parle pas anglais. On est très mauvais en langue, donc Bristol, faut oublier. Non, mais d'accord. Vivant, c'est mieux, parce que souvent, on me propose des gens morts, ce qui est un peu plus difficile. Mais, Gros challenge pour toi. J'hésite. Attends, parce que je suis pas... Tu peux en dire 2, hein, tu as droit à un joker. Vous êtes 2 après. Non, mais j'ai des idées, mais je suis dans un jour où j'ai un problème avec les noms. Non, je trouve pas non plus. On Moi, l'a invitée au studio, tu sais, elle étudie en... Ah, je ne vais pas retrouver. Moi, je dirais Vinciane Després. Bah, voilà. Qui est Tu pensais aussi à Vinciane Ouais. Després? Je cherchais son nom. Ah, c'est trop drôle. Bah voilà, on veut la même personne. Vinciane quand même. Després. Ça peut être en communication. Hein. Elle est, en plus, elle est basée, elle est à Liège, je crois. C'est une femme incroyable qui est une, c'est quoi son intitulé officiel? C'est, elle est sociologue ou ethnologue ou... Tu la connais pas? Non, j'avoue, non. Bah, c'est une méga star belge d'aujourd'hui. Elle est même une méga star de France Inter. Genre, les Français croient qu'elle est française, tu vois. Mais à coup pas, non. Et donc elle enseigne et elle écrit beaucoup de livres et elle a beaucoup parlé du rapport au vivant. Et en fait, elle a eu un best-seller sur un livre sur qu'est-ce qu'on fait de nos morts. Et le suivant, c'était les relations qu'on développe avec les non-humains, donc ce qu'on appelle souvent les animaux de compagnie, à tort. Et c'est une personne, elle est dans la même famille que des Gilles Clément, dans le sens que c'est une personne qui invite à avoir un rapport au monde et même une lecture du monde beaucoup plus sensible et en tout cas différente. Et ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle a beaucoup échangé avec des grandes figures nord-américaines. Enfin voilà, elle est dans une famille de penseurs et elle fait bien le lien. Ce qui est assez rare, je trouve, d'avoir des penseurs francophones qui font le lien avec des penseurs plus anglophones. Donc c'est aussi quelque chose que je trouve très précieux chez elle. Bien, merci.